Au basket, la zone est la surface du terrain située juste sous le panier. C'est dans cette zone que les mouvements sont le plus restreints, que les contacts sont le plus fréquents. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour marquer les fameux paniers à 3 points et justement avoir une meilleure vision du jeu, il faut sortir de cette zone. Bonjour à tous, je suis Jules Gustave et je vous souhaite la bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Hors Zone. Alors, Hors Zone, c'est quoi ? Ce sont des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs et plus généralement de personnes qui ont entrepris ou sont sortis de leur zone de confort. Grâce à ces conversations, je vous propose de décortiquer le cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de comprendre comment ils font pour ensuite, éventuellement, appliquer ces méthodes à nos propres projets. Salut Jude. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va super, très bien, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce 13e ou 14e, je ne sais plus, épisode de Hors Zone. Et vraiment, je suis hyper ravi de t'accueillir. Parce que, je vais te laisser te présenter, mais voilà, Didier Piquion, pour moi, tu es le mec qui m'a fait ma jeunesse à Paris. et du coup, je suis vraiment très content de t'accueillir sur ce podcast. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je pense que tu t'es vachement développé, et nous tous, et du coup, j'ai envie de voir un peu, de savoir où tu en es, et quel est ton mindset aujourd'hui. Et voilà, ce sera l'occasion de parler de tout ça. Donc du coup, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Donc, qui es-tu, Didier ? Avant de te répondre à qui je suis, je vais moi-même te remercier. Ça fait, je crois, 1 an, en fait. Ouais. On se voit régulièrement, on me dit qu'il faut qu'on le fasse. C'est ça, et là, exact. on y est. Ouais. Donc super, je suis content d'être là. Je suis content d'être dans ce, j'espère, 13e épisode de Hors Zone. 13, c'est un chiffre 13, c'est un chiffre qui porte bonheur, ouais, effectivement. Exactement, donc j'espère qu'on est bien dans le 13e. je sais plus. Et voilà, donc merci de m'accueillir. Me présenter, je m'appelle Didier Piquion, j'ai 46 ans, je suis originaire de la Martinique. J'ai grandi, je suis né et j'ai grandi en métropole, en banlieue parisienne. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre que j'entreprends maintenant depuis 20 ans, plus de 20 ans je crois, que le domaine dans lequel j'ai commencé à entreprendre, c'est l'événementiel musical. J'ai commencé par produire en fait des concerts, puis j'y ai intégré des soirées, donc voilà. J'ai eu aussi un gros catalogue d'artistes, d'ailleurs des artistes phares caribéens, antillais en fait pour être précis, dans mon catalogue de booking. Et voilà, bref. Et effectivement, depuis quelques années, je déploie mon activité autour de domaines qui vont bien au-delà de l'événementiel musical, puisque aujourd'hui le groupe Make It Clap, puisque mon agence s'appelle Make It Clap Agency, développe de la restauration, de la mode, autour de la restauration, autour via un restaurant qui s'appelle Mama Cosa, qui est situé dans le 18e à Paris, de la mode autour d'un média. Webzine qui s'appelle Ancré Magazine et qui est spécialisé en fait sur la mode streetwear féminine. Voilà. C'est le seul, ça n'existait pas en France. Donc voilà, on a créé en fait un format qui était inexistant. Et une radio qui s'appelle HHLS Radio, qui est spécialisée sur tout ce qui est rap, R&B et en fait toutes les transversales afrodescendantes. Et il me semble que j'ai fait le tour. Ce qui est pas mal. Là, je crois. Il y a... Les événements. Les événements, évidemment. Les événements, la food, la mode, la musique. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un groupe aujourd'hui. Exactement. Et tu es à la tête de ce groupe, Make It Clap. Donc, bravo. C'est cool parce que c'est une belle évolution. Moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment parce que, en fait, tu es quand même un modèle de longévité dans le milieu événementiel quand même. Je pense que tu es aujourd'hui le plus gros organisateur d'événements urbains à Paris. Enfin, je sais pas s'il y a un classement, mais en tout cas pour moi tu es un des plus gros.
Et ce qui m'intéresse justement, c'est cette longévité que tu as dans le domaine, parce que tu as su te réinventer et pour exister encore aujourd'hui. Parce que c'est quand même pas facile de toujours coller à les événements d'il y a 20 ans n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc comment toi tu fais pour rester toujours à l'affût, à la page de ce qui se fait aujourd'hui et de ce que le public attend? Premièrement, je suis un passionné, mais je suis un vrai passionné, quoi. C'est-à-dire que je suis amoureux, en fait, de cette culture comme au premier jour. Ouais. Donc, en fait, je vis pas dans le passé. Moi, je la vis au quotidien, tous les jours, day to day, quoi, tu vois. Donc, je me suis pas, en fait, arrêté à un moment donné, à une époque. En fait, je continue à suivre le mouvement. Et si ce mouvement m'emmène dans telle direction, eh bien, je suis cette direction en question. Et puis après, quand même, parce que là, je te donne... un point de vue qui est un point de vue où manque peut-être quand même quelques détails, et ces détails, c'est comment tu t'entoures. En fait, je suis quand même entouré aujourd'hui de beaucoup de jeunes, en fait, parce que ce sont eux, en fait, qui sont, je dirais, les acteurs du mouvement actuellement. Nous, les plus âgés, on peut les encadrer, on peut les aider, on peut leur donner des clés qui sont notamment des clés de compétences, je dirais. Corporate, tu vois, comment intégrer l'industrie et le monde du travail en général, mais enfin pour l'énergie et pour la créativité et pour être en fait dans le bon discours et dans le bon positionnement, il faut avoir des jeunes aujourd'hui autour de moi, et c'est ce que je fais. Ouais, super. Mais justement, alors bon, moi normalement ma toute première question quand je commence l'épisode, c'est c'est quoi pour toi ta zone de confort? Et alors, c'est quoi la zone et c'est comment tu fais pour en sortir? Alors, tu as répondu peut-être en partie, mais voilà, c'est quoi pour toi être dans la zone de confort ou en dehors de cette zone? Et est-ce que encore aujourd'hui, après 20 ans d'entrepreneuriat, dans un domaine que tu gères, même si tu t'es diversifié, mais est-ce que tu arrives encore à en sortir aujourd'hui? Est-ce que tu cherches encore à en sortir aujourd'hui? Écoute, comme tu dis, je pense que j'ai fourni déjà des éléments de réponse, mais je vais te répondre quand même à cette question de la manière la plus précise possible. Pour moi, je serais resté dans ma zone de confort si j'avais continué à dérouler en fait dans le domaine sur lequel j'étais devenu une référence, la référence. D'accord ? Comme tu l'as dit en préambule, aujourd'hui, Make It Clap Agency, c'est le plus gros promoteur d'événements musique noire, en fait, culture hip-hop à Paris. Clairement. Tu vois, ça, il n'y a pas de débat. En fait, je suis d'accord, totalement. À ce niveau-là, tu vois. Voilà, bref, on reviendra plus précisément sur ce qu'on fait exactement, mais enfin, c'est un fait. Donc, ça aurait été simple pour moi, tu vois, de continuer à dérouler dans ce sens-là. Sauf que pour nous, et pareil, j'y reviendrai plus tard, c'était un peu... on trouvait que notre impact sur la culture restait malgré tout limité. Important, parce qu'on fait de très grosses choses, mais limité au niveau du spectre en fait, de ce qu'on pouvait proposer en termes de produits culturels. Donc on a décidé de sortir de notre zone de confort en fait, et de déployer. Déployer food, déployer musique, déployer mode. Super. Et alors bon, pour revenir un peu au début, j'ai envie de faire un petit retour arrière parce que vraiment, alors en fait, te recevoir aujourd'hui fait également le pont avec le précédent épisode avec Hélène des Nubians où je vous ai découvert un peu en même temps parce que c'est à l'époque du House of Live. Donc, ça fait très très longtemps, effectivement. Moi, c'est mon premier souvenir. Donc, le House of Live, les Rimshot Party, les premières Hip Hop Love Soul, parce que moi, étant un vrai gars des débuts de la HHLS, j'étais très content quand vous êtes passé à l'Élysée Montmartre, mais j'ai beaucoup regretté la Seine-Bastille, évidemment. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est un gros... c'est beaucoup de souvenirs. Mais voilà, tu as abordé plein de choses. Mais aujourd'hui, je pense que tu es assez... tu es un expert maintenant du montage de projets. J'ai écouté un podcast de toi
Alors, je sais plus, je crois que tu es passé chez Black Network, je crois. Kalimandjaro, ouais. Exactement. Et il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, c'est que toi, quand tu montes un projet, tu utilises systématiquement le mind map. Et j'aurais aimé que tu m'en parles de ça. Pourquoi le mind map? Et alors, pour ceux qui ne savent pas, le mind map, c'est la carte mentale. Hein. C'est une carte mentale avec c'est visuel. Ça permet de déposer un peu ses idées sur une carte et avec des liaisons entre chaque bloc. Voilà. Comment tu l'utilises, toi? Voilà, en quoi ça t'aide à monter un projet? Voilà. Bon, basiquement, c'est de toute façon un outil de gestion de projet que j'ai découvert il y a quelques années de ça. Ouais. Et pour être précis, d'ailleurs, bien sûr, le principe, c'est le mind map, mais le nom de l'outil en question, c'est MindMaster. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Il y en a d'autres, hein. Il y a Xmind, ouais. Mais celui que j'utilise, qui est en plus assez simple, hyper intuitif, tu vois, c'est MindMaster. Ouais. Moi, je suis nul dans ce genre d'outils, et franchement, quand j'ai vu que j'y arrivais, je me suis dit, vas-y, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà. Et c'est pour ça que je le conseille assez souvent. Et donc, ouais, moi, si tu veux, à partir du moment où justement on a décidé de sortir de notre zone de confort, de déployer et donc d'aller au-delà de l'activité qu'on exerçait jusqu'à maintenant, il a fallu aussi, tu vois, step up, tu vois, je veux dire professionnellement. Ouais. Step up professionnellement, ça veut dire que tu fais plus les trucs comme un artisan ou en tout cas de manière entre guillemets semi-professionnelle. Ouais. Tu vas chercher la performance. Si tu vas chercher la performance, tu cherches les outils qui te permettent d'aller vers la performance. Et un outil comme celui-là, c'est le cas. C'est un super outil de gestion de projet. Ouais. Ça te permet d'y voir très très clair en fait sur ce que tu veux mettre en place parce que c'est hyper schématique. Et donc, tu es obligé en fait d'aller à la synthèse. Et si tu vas à la synthèse et que tu arrives, tu vois, à comment dirais-je, le placer comme ça en schéma, ensuite t'as qu'à dérouler et suivre en fait ce que tu auras comment dirais-je, dessiné, écrit en fait via cet outil. Ouais. Ah, c'est top. Et est-ce que tu en as d'autres, des outils que tu utilises au quotidien pour comment tu fais, enfin, je veux dire, typiquement, tu avais une Make It Clap, ça marchait. Qu'est-ce qui s'est passé pour décider de se diversifier et comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, t'as ton projet. Alors, déjà, il n'a pas tout le temps fonctionné. Hein. Ouais, j'imagine, oui. Comme tout. Il n'a pas tout le temps fonctionné. Il y a eu des bides, il y a eu des hauts, il y a eu des bas importants, quoi, tu vois. Ah, j'aurais bien aimé savoir ça. Si. On en parlera. Ouais, si volontiers. Ouais, et c'est dans ces bas, justement, particulièrement, que tu te dis, en fait, à un moment donné, il va falloir que tu sois en capacité de pouvoir peut-être proposer autre chose. C'est là, en fait, où les idées, en fait, de diversification commencent à germer. Ouais. Et si, en fait, ce qui nous a permis de pouvoir aller au bout de cette diversification pour passer plein d'étapes et aller à l'essentiel, c'était le Covid. Ouais, je m'en doutais. En fait, j'avais déjà presque tout écrit, tout était déjà là, c'était dans les cartons et j'étais dans cette dynamique mais ce qui a vraiment permis de placer le coup de rein, tu vois, et d'y aller, de tout lancer, en fait. C'est la pause du Covid. Okay. Exactement. Parce que là, pour le coup, on a eu le temps, en fait, de tout mettre dans les starting blocks, et en fait, quand on est sorti du Covid, il n'y a eu qu'à appuyer sur on, tu vois, et boum, on a tout lancé quasiment en même temps. Et donc en fait, en réalité, le groupe que je viens de te décrire, en fait, c'est un groupe qui finalement existe depuis 2 ans, en fait, parce que c'est autour de 2020 qu'on a mis tout ça en place. Ouais. Le resto, vous l'avez ouvert quand? L'année dernière? Janvier 2021. Ok, d'accord. Ouais. Donc c'est post-Covid. On est en quoi là? On est en 2022. On est en octobre 2022. Octobre 2022, c'est non, janvier 2022. Tu vois, ça fait pas un an. Ah ouais, ok, d'accord. Je te parle de 2021 parce qu'en fait, en réalité, on a signé le bail été 2021. En fait, mais on a ouvert de manière effective le resto janvier 2022. Ok, d'accord.
Et alors, du coup, quand tu dis on, dans ton équipe, il y a qui? Est-ce que tu as des associés ou est-ce que tu es le seul à la tête? Enfin, comment c'est organisé? Je suis le capitaine, mais j'ai des généraux. Et quand je suis capitaine, je suis le capitaine du bateau, mais effectivement, j'ai des amiraux. Alors, je suis le capitaine de bateau. Et en fait, de toute façon, j'ai monté Make It Clap. On va faire un petit back in the day. J'ai monté Make It Clap avec, d'abord seul. Très rapidement, je me suis associé avec 2 personnes que probablement les gens connaissent. Alexis Onestas, Cyril Koudou. Et on s'est séparés ensuite en 2013. Et à partir de là, j'ai ridé tout seul jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et puis, déployer en fait autant de projets, ça veut dire aussi, être dans une volonté de partage, faire confiance, considérer en fait que les grandes choses se font avec de bonnes équipes, et qui dit équipe dit aussi potentiellement être en mesure de céder des parts sur les projets, ou alors carrément en fait de monter sur des projets avec d'autres personnes, et c'est ce que j'ai fait. Ok, mais comment tu fais pour... Parce que moi, franchement, c'est hyper difficile, je trouve, de trouver quelqu'un avec qui s'associer. Et moi, j'ai trouvé une seule personne un jour pour monter un projet. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais depuis, j'ai pas encore trouvé quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, monter un projet, et qui a en plus des compétences différentes des miennes. Mais comment tu fais pour trouver ça? Comment tu fais pour trouver cette perle rare et pour t'entourer comme ça aussi bien pour monter des projets? Alors, à l'époque, quand je me suis associé avec mes 2 précédents partenaires, ça a été un petit peu... En fait, c'était une réflexion très pragmatique, j'avais pas d'oseille, tu vois. Et en fait, j'ai juste cédé des parts, comment dirais-je, de ma société de l'époque pour engager 2 talents, en fait, qui amenaient le complément de compétences dont j'avais besoin pour que le projet soit viable, basique. Voilà. Après, comment je les ai rencontrés, y en a un que je connaissais depuis très longtemps, qui avait, travaillé que j'avais managé dans une agence dans laquelle je travaillais de communication. Donc voilà, je le trouvais smart. On avait beaucoup de points en commun sur notre amour pour la culture, etc., etc. On a traîné quand même pas mal ensemble avant de s'associer. Donc si tu veux, il y avait quand même... un rapprochement humain. Ça, c'est au max. C'est Alexis, une passion commune, etc., etc. Donc, si tu veux, l'association, elle s'est faite assez naturellement. Ensuite, le deuxième, à savoir Cyril, tout simplement, c'était le cousin de Omax, et j'ai rencontré ce garçon, et j'ai trouvé extrêmement intelligent, avec une super vision. Puis c'était le cousin d'Omax. À l'époque, Make It Clap, c'était une super idée. J'avais plein d'ambitions, mais ça valait 0, quoi, tu vois. Donc, quand je lui ai proposé, en fait, de nous rejoindre sur cette aventure entrepreneuriale, et qu'il m'a dit, sans même hésiter, banco, j'ai compris aussi qu'on était dans le même mindset, tu vois. Et donc, ça, voilà, on a roulé, et puis voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin ensemble, et ensuite, chacun a repris sa route. Pour les associés, en fait, que j'ai choisis, ou avec lesquels j'ai décidé, ou qui ont décidé d'ailleurs aussi, parce que c'est pas que moi, en fait, de me rejoindre. En fait, ça s'est fait. Je parle là de l'après. De l'après, après m'être séparé. Pendant très longtemps, en fait, je suis resté seul. Et tu as continué à faire de l'événementiel tout seul? Enfin, tout seul. Non. Enfin, je veux dire tout seul. Tu étais seul dans...
d'un point de vue légal, en fait, j'étais le seul, à la barre, j'étais le seul actionnaire en fait de l'entreprise. Et j'avais des salariés. Et puis quand j'ai décidé de déployer, j'avais notamment 2 salariés qui avaient été exemplaires jusqu'à maintenant. Et ça me paraissait être un juste retour des choses que de leur proposer sur le déploiement d'avoir des parts sur les projets. Je trouvais qu'ils le méritaient. Je trouvais que ça faisait hyper longtemps qu'on fonctionnait ensemble et que c'était plus que des employés, c'était plus que des salariés, que c'était des partenaires. Et je voulais le concrétiser. Et la concrétisation, c'était leur CD départ. Voilà. Et pour ce qui est de mon associé sur le magazine de mode, c'est une rencontre coup de cœur. J'ai observé cette femme pendant quasiment 1 an cartonner sur un webzine qui était spécialisé sur un mode streetwear, mais masculine pour le coup. Et c'était, pour ne pas le citer, Hypebeast, tu vois, qui est quand même genre une référence, enfin la référence en la matière. Et moi, la meuf, je l'observais, je trouvais que c'était une bombe, quoi, tu vois. Et quand l'aventure Hypebeast s'est terminée, on s'est posé, on a discuté. J'ai demandé ce qu'elle allait faire. Elle savait pas. Et je lui ai dit que moi, j'aurais été ravi, en fait, de pouvoir l'accompagner sur un projet. Que j'en aurais été honoré, parce que je la trouvais professionnellement extrêmement efficace. Et humainement, je l'apprécie d'ailleurs, excuse-moi, beaucoup. Donc voilà. Et quelques mois après, elle est revenue vers moi, m'a pitché, en fait, le projet Ancré. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé ça... Ah, c'est pas toi l'idée à la base? Non, enfin, l'idée Ancré, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un jour un rendez-vous, je suis allé la voir et on a passé une journée à discuter. Une journée, on a échangé. C'était un espèce de think tank, tu vois, improvisé. Bam, 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 bam. On a lancé plein de choses et tout. Tiens, moi j'ai ça. Toi, t'as telle compétence. Bam, 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 bam. Et ensuite, je suis parti. Tu vois. Et elle m'a dit, vas-y, je vais réfléchir à tout ça. Et 6 mois après, elle revient. Elle a remis tout ça en fait, ça, c'est génial. Ça. En ordre avec, tu vois. Et donc c'était le projet Ancré. Et elle m'a pitché le truc. Mais ça, c'est de la bombe, ça. C'est-à-dire, j'ai même pas hésité. Je dis, ouais, ça flingue, on y va. Non, mais c'est génial parce que c'est là que tu vois aussi l'implication de la personne, quoi. Parce que si c'est toi qui viens en lui disant, ouais, j'ai envie de faire ça, ça t'intéresse, forcément, la personne, oui, ça m'intéresse bien. Bah oui, ça m'intéresse. Mais en fait, là, c'est la personne qui vient vers toi, qui a tout réfléchi. Ça, c'est de la bombe, ça. C'est génial. C'est aucune hésitation après derrière, quoi. Elle avait réfléchi l'essentiel. Les détails, on les a peaufinés ensemble. Mais c'est vrai qu'elle est arrivée avec, le projet ancré, tu vois, dans les grandes lignes en tout cas. Et ensuite, on a peaufiné tout ça ensemble avant d'en faire quelque chose de concret. Et j'en suis très très fier aujourd'hui du projet, mais aussi notre association. Je trouve que c'est une belle association. Et on n'est pas seul, hein, pour la petite histoire. Il y a justement une de mes associées, en fait, issue de Make It Cap Agency, qui est aussi sur ce projet Ancré. Voilà. Donc pour les citer, c'est Flora Dibotti et Anadi Mostefa. Bonjour à elle, c'est cool. Et super. J'avais une question, j'oublie. En fait, je voulais que... Bon, même si moi j'ai un peu écouté ton podcast la dernière fois, mais je voulais que tu me parles un peu du business model que tu as choisi pour le magazine et pour la radio. Parce qu'un business model, bon, l'événementiel, c'est facile, on connaît. Le restaurant, c'est facile, on connaît. Mais aujourd'hui, en 2022... comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser une radio, une web radio et un webzine? Je commence par la radio. Ok. Alors, business model à radio, en fait, l'idée, c'est déjà de ne pas proposer la même chose qu'une radio traditionnelle. D'accord ? Radio FM. Comment dirais-je, les réclames, là, en fait, qui fatiguent les gens quand ils écoutent leur musique, ça, on a dit non. C'est d'ailleurs partie des valeurs fondatrices, ou en tout cas des promesses faites aux auditeurs, à la communauté. Donc, sur l'aspect, on va dire, relations commerciales avec les marques, on s'est dit, si on est une web radio, on va réfléchir moderne. Donc,
si on doit réfléchir marque et prendre de l'argent aux marques, ce sera dans le cadre de création de brand content. On va faire des choses un peu créatives. Voilà. Ça, on est en 2022. La radio, elle est appuyée sur un réseau social qui est un réseau social fort, Instagram, qui fonctionne bien en fait sur HHH Music. Donc voilà. Si demain, en fait, à l'antenne, une marque doit exister, elle existera sous forme de sponsor, mais toujours pas sous forme de réclame. Nous, on veut pas en fait que les marques viennent parasiter le plaisir d'écoute des auditeurs. Donc ça, c'était numéro uno pour le rapport avec les marques. Ensuite, on s'est dit, en fait, on a des valeurs fortes. On a une marque en fait qui est une marque légendaire. On pourra en faire du merchandising. Donc un merchandising fort dont on espère en fait que les gens vont s'engager aussi pour pouvoir le porter. Et donc voilà, ça c'est le numéro 2. Numéro 3, les événements. Parce que pour tous ceux qui ont suivi et compris HHLS Musique, donc HHLS Radio, c'est juste l'acronyme de Hip Hop Love Soul. Bien sûr, et donc, c'est donc un média musique, mais qui a pour son ADN, c'est un événement légendaire. Donc, on continue en fait, de développer des événements. Donc, ça, c'est le 3. Et enfin, le 4, en fait, c'est tout l'aspect subvention, en fait. Tout ce qu'on peut aller récupérer en financement institutionnel. Voilà. Donc ça, c'est pour la radio, business model. Ensuite, il y a aussi quand même un peu d'éditorial sur la radio, bien sûr. Mais il y a des émissions, parce que moi, j'écoute la radio, mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler dessus. Alors, Under Construction. Là, l'année dernière, on a fait un test, je crois, d'à peu près 2 ou 3 mois sur un créneau spécifique qui s'appelait On The Daily. On avait une animatrice, en fait, qui s'appelle Lindsay, une bombe aussi, franchement, big up à elle. Et elle est venue nous accompagner pendant 2-3 mois. Elle va continuer sur cette saison, en fait. D'ailleurs, on était ensemble au téléphone tout à l'heure pour justement approfondir la relation qu'on a préétabli l'an dernier. Donc, on va continuer à faire exister des voix et des émissions. Après, je t'avoue que le projet reste quand même en construction. C'est dense, en fait, la construction, tu vois, d'un média musique, radio comme ce qu'on est en train de faire. Donc voilà. Et il n'y avait pas qu'elle en voix, d'ailleurs. Il y avait aussi Kachou Pina, Cindy, qui nous faisait en fait un astromood, donc un horoscope en musique et avec une approche, une écriture qui nous ressemble, voilà. Top. Et du coup maintenant le webzine, du coup c'est quoi? C'est de l'affiliation? Le webzine, alors le webzine, en fait c'est une vitrine qui nous permet nous aussi, tu vois, qui nous permet en fait de nous positionner en tant qu'agence. Et ce travail d'agence, ça va être de proposer de la direction artistique aux marques, ça va être de proposer des marques blanches, ça va être de proposer des événements, quoi d'autre encore, donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, agence de communication. En dehors de ça, on fait de l'éditorial aussi, donc directement, tu vois, ce qui peut être affilié, tu vois, au développement commercial d'un magazine. Et donc de l'éditorial et puis de la publicité, quoi. Voilà. Donc il y a quand même de la pub sur le webzine, par contre. Sur le webzine. Ok. Tu peux acheter des espaces publicitaires. Ouais. Eh ben génial, hein. Franchement. Et les events pour la communauté. Les events pour la communauté, puisqu'on fait event B2B et event B2C. Voilà. Ouais. Eh ben pas mal du tout, c'est top. Maintenant, ça me permet d'aborder la thématique du management à distance. Parce que, aujourd'hui, alors, ta vie, sans rentrer dans les détails, mais voilà, tu partages ta vie entre la Guadeloupe et Paris. Donc, tu manages beaucoup tes équipes à distance, tu bosses beaucoup à distance. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que au départ, je sais pas, tu étais où quand la décision a été prise justement de diversifier? Tu étais à Paris, tu étais en Guadeloupe, tu étais déjà sur les deux ou pas? Et comment tu fais aujourd'hui pour travailler à distance? En gardant
ce team building, cet esprit d'équipe toujours aussi intact? Il me semble que je fais des allers-retours réguliers entre la Guadeloupe et Paris depuis 2018, je crois. Voilà. Donc depuis 2018, je suis dans une rotation assez régulière, on va dire. Ok. Donc disons qu'il y a eu un peu d'entraînement de 2018 jusqu'à, il me semble, 2021. Et j'ai décidé en 2021 de m'installer définitivement en Guadeloupe pour des raisons familiales en septembre 2021. Et donc oui, ça a fait un an là, dernièrement, que je suis dans ce management à distance. Alors comment on fait? Déjà, comme je te dis, t'éprouves un peu le truc en amont, tu vois, avec toute cette période un peu, on va dire, de transition. Et puis, une fois que t'es prêt, tu y vas avec un plan clair. Tu vois, il faut être extrêmement organisé pour parler très concret. Avec le décalage horaire, il faut te lever très tôt. Tu bosses en synchrone avec tes équipes? En quasi-synchro. En quasi-synchro. Donc je me lève hyper tôt, entre 5 et 6 heures du mat. Tu vois. Donc eux se lèvent tard? Non, disons qu'eux sont déjà au bureau. Ok. Mais tu vas comprendre, c'est une espèce de boucle que j'ai créée. Je me lève entre 5 et 6 heures. Mais en fait, en réalité, comme j'ai envoyé des informations dans la nuit, eux, ils ont reçu le matin en arrivant au bureau. D'accord. Donc finalement, ils prennent les informations que j'ai envoyées dans la nuit, tatati, tatata. Quand je les rejoins, moi, en fait, et que leur journée a commencé, donc il est entre 10h et 11h, selon en fait, le décalage, que nous avons. On fait un point daily. Tu vois, avec les managers. Ce point daily peut être court ou plus long selon les problématiques qu'il y a abordées. Il n'y a pas de règle parce que le fameux daily meeting là, en agilité, c'est 15 minutes debout. Donc là, tu n'es pas sur un truc réglé. Meeting, en fait, chez nous, il ne doit pas excéder 1 heure. Voilà. Même problème dense, il ne doit pas excéder 1 heure. Voilà. Sinon, c'est vraiment prise d'informations rapide. Partage d'informations rapide. Bam, bam, bam. Et ensuite, comment dirais-je, chacun avance ce qu'il a avancé. Et puis après, pour le reste, moi, je suis en relation, en communication avec l'ensemble de l'écosystème. Tu vois. Donc, que ce soit les équipes en interne, tu vois, même hors manager, tu vois, ou alors tous les partenaires qu'on peut avoir, etc., etc. En gros, moi, ma journée, on va dire, d'échange, de partage d'informations, de call avec Paris, elle s'arrête autour de 13h. 13h Guadeloupe, tu vois, puisque après, je suis trop en décalage avec Paname. Tu vois, donc ça me permet ensuite, je dirais, de 13h jusqu'à 15, 16, 17h, ça dépend en fait de mes impératifs ici, de produire. Voilà. Je m'arrête ensuite un petit moment, c'est, on va dire, mes impératifs familiaux. Et si besoin, ça arrive assez souvent, eh bien, tu retravailles le soir en fait, pour permettre justement à cette boucle d'exister. Top. Et alors ça c'est en termes d'organisation, mais en termes humains, comment tu fais pour... En fait, je t'explique parce que, par exemple, moi, récemment, j'ai découvert un outil qui s'appelle TeamFlow. TeamFlow, c'est une espèce de plateforme en partie gratuite qui permet d'avoir... t'as comme un desk, en fait. T'as un espace, un open space numérique, et puis t'as des petits bureaux, t'as des espaces, tu peux te rapprocher de la personne. Voilà. C'est vraiment... Mais bon. C'est une sorte de Sims. Exactement. Exactement. Mais bon, alors c'est marrant au début. Et puis tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment... voilà. Mais c'est marrant. Après, j'ai connu aussi d'autres systèmes. Alors moi, j'ai pas bossé là-dessus, mais je me rappelle plus trop. Mais des gens qui... Quand tu arrives au boulot, tu devais genre te loguer et on voyait quand tu étais en ligne ou pas. Et du coup, tu vois quand la personne est... ok, d'accord. Voilà, un peu comme à l'époque de Skype où tu voyais au bout d'un quart d'heure. Skype.
En l'occurrence, je suis pas dans ce genre de contrôle-là, tu vois, parce que pour moi, ça c'est pas du management, c'est du contrôle, en l'occurrence. Comment je fais j'utilise les outils. Enfin là, j'ai rien de révolutionnaire, hein, tu vois. J'ai besoin de voir et de parler avec mes équipes. Si j'ai besoin, en fait, tu vois, qu'on se voit, je sais pas, on fait un meet, tu vois. Ouais. Si j'ai juste besoin, en fait, qu'on se parle et que ce soit juste, efficace et rapide, on se fait un call. Ouais. Le truc, c'est d'être en contact régulier, je dirais même journalier, avec tes équipes, quand tu es à distance. Vous êtes combien là actuellement ? Au dernier décompte, on est une trentaine. Ah ouais, une trentaine. Enfin, tout projet confondu, tu vois. Ouais. Une trentaine de personnes. Et attends, mais d'accord, ok. Et toi, du coup, t'es le seul à être partout ? Ou Ouais. Je suis le seul à être sur tous les projets. Waouh. Eh ben. Ouais. Mais attends, alors autant pour toi, enfin, de l'image que j'ai, hein, c'est tellement logique que tu crées un webzine, que tu crées une radio. Mais comment tu fais pour gérer le restaurant ? Tu connais quoi, la restauration ? Alors, le restaurant... Parce que, mis à part le fait que le Mamakosa, moi, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais de l'extérieur, sur les réseaux, c'est quand même un des points les plus stylés de Paris, quand même. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. On est content. Les gens accrochent beaucoup à ce que ça peut représenter effectivement en termes de design et tout. On est à chaque fois félicité sur la décoration, tu vois, et sur l'atmosphère qui se dégage de l'endroit. Mais on est aussi félicité, et ça c'est super cool, sur quand même le principal, la food. C'est ça, voilà, quand même. Donc, alors qu'est-ce que je connais à la restauration ? Techniquement pas grand chose. Après, je suis un grand amateur en fait de bonne bouffe déjà pour commencer. Je suis un amoureux de l'art culinaire afrodescendant et à partir de là, sachant que en plus mon premier métier c'est de réussir à créer de la destination, c'est-à-dire de dire à une communauté X, eh bien vous pouvez nous rejoindre ici sur ce lieu Y. Donc quand tu additionnes tout ça, c'est-à-dire mon appétence pour la nourriture et la restauration générale, mon amour en fait de l'art culinaire afrodescendant et notre compétence à amener du monde en fait sur des lieux, on s'est dit pourquoi pas. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu te fixes pas de limite particulière. Et puis, j'ai l'impression vraiment que c'est en gros, ok, je veux faire ça. Quelles sont mes armes aujourd'hui pour aller vers ça ? Et si je les ai, allons-y, quoi. Je suis nul en maths. Je le dis clair, net et précis. Donc, quand je fais en fait une formule simple et que j'arrive à la lire et que je trouve que, il me semble que le résultat est le bon, tu vois, je me dis ok, vas-y, ça devrait le faire, tu vois. C'est pas des formules trop compliquées. Hein. C'est clair. Bon alors, j'aurais aimé qu'on revienne sur les bas. On a parlé des hauts et des bas. Les bas de Make It Clap. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que Make It Clap a toujours cartonné. donc ça m'intéresse de savoir quels étaient ces bas et comment tu les as gérés. Alors, Make It Clap n'a pas toujours cartonné. Make It Clap, c'est un projet qui s'est construit sur de nombreuses années. Et voilà. Et donc, je te dirais qu'au début, ça a été difficile. Mais comme c'était les difficultés du début, en fait, finalement, on était prêts. Je dis bien on parce que j'étais pas seul en plus, tu vois. Je partageais en fait cette aventure avec 2 coéquipiers. Et donc, on y croyait tous. Et donc, on a mis l'huile de coude qu'il fallait, même quand c'était compliqué, pour aller chercher les objectifs qu'on pensait pouvoir atteindre. Voilà. Les vrais coups durs, en fait, pour passer le blablabla, la littérature, là. Les vrais coups durs, c'est des coups durs, en fait, par exemple, administratifs. Tu te prends un contrôle fiscal et puis tu ressors à poil, tu vois. Ça, c'est un coup dur.
et c'est concret, c'est réel, tu vois. Pendant un certain nombre d'années, moi, ça m'a poursuivi à titre personnel. Au-delà du professionnel, ça m'a poursuivi à titre personnel. Donc voilà, les coups durs, c'est les déceptions, tu vois. Je dirais les déceptions humaines, que ce soit, comment dire, le fait de se séparer en fait de ses associés parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais aussi le fait parfois de te retrouver face à des gens avec lesquels en fait tu pensais avoir une complicité en fait, et que en réalité ça n'était que du vent, par exemple. Et donc parce que moi c'est quand même une entreprise que j'ai montée avec des valeurs très humaines. Donc quand je suis humainement blessé, en tout cas à l'époque, par quelqu'un, c'est quelque chose qui a été dur à supporter. Les coups durs, après, c'est clairement en fait quand tu n'as pas bien établi ton business model, de te retrouver en fait après une année de charbon, tu n'as rien dans tes caisses, quoi. Tu vois. Donc ça c'est des vrais coups durs. Je pourrais t'en citer plein. Bref, en gros, tu montes le truc, t'as une ascension qui paraît intéressante, et puis tu te plantes, tu vois. Et là, tu dois avoir assez de caractère pour pouvoir repartir et te nourrir, en fait, des erreurs. C'est ça qui est important, tu vois. Tout ce que je viens de dire là, en fait, en vrai, ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Tu vois, les déceptions humaines, le fait, tu vois, de penser avoir un business model qui a du sens, mais en fait, en vrai, tu t'es complètement trompé, ou en tout cas, tu t'es bien trompé. Apprendre administrativement, en termes de gestion, tout ça, en fait, c'est ta formation d'entrepreneur. Et si tu arrives à ressortir de tout ça, en fait, et que tu es prêt à repartir, en fait, au combat, c'est que c'est bon, tu vois, tu t'es pas trompé, t'as ce, comment dirais-je, ce juice et cette capacité, ce profil, comme on dit, entrepreneur, et puis normalement t'en ressors grandi, normalement. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais fait différemment? Je crois pas, hein, en vrai, tu vois, je te jure. Si. Le seul truc, je pense, que j'aurais dû faire différemment, si on me ramenait back in the days, ça aurait été de m'intéresser plutôt à l'aspect management d'entreprise, tu vois. Tu vois, ça, c'est un truc, j'aimais pas ça, en fait, et je l'ai mis de côté, tu vois. Je l'ai délégué. Et ça, c'est une erreur parce que, en fait, quand tu montes une boîte, tu vois, tu peux pas ne pas t'intéresser. Même si c'est pas toi, en fait, qui fais, mais tu ne peux pas ne pas t'intéresser de manière drastique, importante et rigoureuse au management de ton entreprise. C'est vital. Voilà. Donc ça, j'aurais fait différemment. Le reste, le fait que je me sois trompé sur plein de choses, ça m'a permis, tu vois, de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est cool. Super. Et top. Bon, maintenant le chapitre Guadeloupe là. Je sais que t'as déjà fait un truc en Guadeloupe. Donc t'as fait moi j'étais pas là, j'étais pas encore là. T'as fait un festival en Guadeloupe, une soirée au festival, je sais plus. Non, le terme festival, je peux pas. Bon, je peux pas l'assumer. Un événement. On a fait. En fait, je rigole parce qu'on en a parlé une fois de ça. Et on avait parlé de ce que c'était un festival en Guadeloupe. Et voilà. Non, on a proposé un format qui n'existait pas, il me semble, à l'époque, qui est l'ancêtre, en fait, des festivals, ou en tout cas du festival qui existe aujourd'hui en Guadeloupe, à savoir le Holiday Inn. Mais c'était pas un festival, quoi. Avec le recul, même si nous, sur le coup, on voulait ou on pensait pouvoir revendiquer cette étiquette, c'était absolument pas un festival. C'était un très gros événement, sympa, cool, mais c'était pas un festival, quoi. Ça s'appelait le Summer Break.
ok. Et du coup, il y a un projet ou pas est-ce que tu comptes retenter un truc sur le territoire des Antilles, de la Caraïbe, ou pas du tout? Tu restes sur le territoire national? C'est pas dans les cartons. Parce que tu as fait un truc aussi. On parle de la Guadeloupe, mais tu as fait aussi un truc à Miami, je crois. Ouais. Donc, tu as quand même une expérience internationale. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une volonté aussi maintenant de sortir du territoire? Enfin, tu national. De la métropole? Ouais. Sortir de la métropole, oui. Est-ce que la Guadeloupe sera, dans le parcours? Je sais pas. Ce qu'on a déjà fait préalablement, effectivement, c'est en Guadeloupe, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. On a fait des choses aussi en Martinique à l'époque. Et puis, ces dernières années, on s'est attaqué aux États-Unis. Ouais. Donc, j'ai fait plusieurs événements à New York. Ah ouais? J'ai fait plusieurs événements à Miami. Ok. Et voilà. Ok, d'accord. Ah oui, et puis pas que ça d'ailleurs. En fait, en vrai de vrai, en Hollande aussi, il me semble. Ouais, c'est ça, en Hollande. Et voilà. Ok. Ah, mais top. Mais en Hollande, plus vraiment en collaboration. C'était pas directement mes brands. Donc non, on enlève la Hollande et oui, événement avec mes brands à moi, en fait, États-Unis, Martinique, Guadeloupe. Ok. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura à nouveau quelque chose en Guadeloupe, en Martinique, parce que moi, j'ai envie d'avoir un truc de qualité, en tout cas qui me ressemble. Ouais. Voilà, donc je t'encourage fortement à venir. On va y réfléchir fortement alors. Quelles sont tes sources d'inspiration, Didier? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent, des personnes, des bouquins, des thématiques, des films, je sais pas. D'où tu prends ton inspiration pour réaliser ce que tu veux faire? Bon, j'ai des mentors dans l'industrie, tu vois. Je vais pas être très original, mais Jay-Z est un mentor dans l'industrie, par exemple, tu vois. J'aime cet exemple de réussite, un mec qui vient de la street, tu vois, mais qui a un plan et qui devient milliardaire à la fin de la journée. En plus, sa meuf, c'est Beyoncé. C'est incroyable. Oh, tu sais, dans un certain sens, on peut dire qu'on a tous notre Beyoncé. J'aime la Beyoncé. Voilà, c'est ça exactement. Non, mais plus sérieusement, sans parler, sans rentrer dans le gossip, ou en tout cas, c'est juste que le mec, il a une trajectoire incroyable. Ouais. Au-delà, en fait, de Jay-Z, parce que c'est un exemple assez simple dans l'industrie, j'ai Phil Knight. Ouais, Phil Knight, c'est un putain de mentor, en vrai de vrai. Alors, rappelle-moi, qui c'est? Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Ah, d'accord, ok. Ouais. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Ouais, en fait, ok. Et ouais, lui, c'est. Ok. C'est un mentor de ouf, tu vois. J'écoutais un podcast récemment sur cette histoire, effectivement, la création de Nike. Ouais, c'est incroyable. Comment ils ont réussi à percer. C'est une épopée, il faut lire son livre, ça s'appelle L'art de la victoire, il me semble. Ok. Et c'est une dinguerie, en fait, son histoire. Voilà, donc oui, c'est un mentor. Et puis des mecs visionnaires. Un exemple, non, clairement. Quand ils ont signé Jordan à ses tout débuts. Ouais. Après, tu as des gens, en fait, qui sont des exemples en termes de philosophie de vie, tu vois. J'aime Barack Obama, en fait, tu vois. J'aime Barack Obama. C'est très américain, tes références. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, j'ai vraiment... Mais enfin bon, déjà, en France, parce que les rôles modèles, en fait, tu vois... ils sont beaucoup aux États-Unis, je trouve, je pense, tu vois. Je parle dans le business, ok. Et même, tu vois, dans les capacités d'accomplissement de choses incroyables. En vrai, ils sont beaucoup aux États-Unis, tu vois, les rôles modèles noirs, d'accord. Oui. Même finalement, les rôles modèles business, ils sont beaucoup aux États-Unis. Et puis, je vais commencer et j'essaie, tu vois, de plus m'y intéresser. On ne nous permet pas d'avoir assez accès à des rôles modèles, tu vois, par exemple, africains ou antillais, tu vois. Il doit y en avoir, mais c'est pas assez médiatisé, c'est pas assez à portée de main. Donc, tu vois, moi, je me suis
je te cite, tu vois, les mecs dont j'ai pu avoir des livres entre les mains, les mecs en fait que j'ai pu voir à la télé, etc. J'aurais dû creuser plus et mieux, mais bon, c'est en cours. Donc voilà, Phil Knight pour Nike, Obama pour ce qu'il représente en fait en termes, tu vois, de brèche qu'il a créé, incroyable, tu vois. Aujourd'hui, un enfant noir, tu vois, partout dans le monde, il peut se dire, il peut être qui il veut, parce qu'en fait, Obama, ça a été le président de la nation la plus puissante du monde, un pays raciste en plus, incroyable. Et donc la performance est quand même fantastique. Et puis Jay-Z, parce que Jay-Z, ça me ressemble, tu vois. Jay-Z, c'est un hustler. Et tu vois, c'est un hustler qui est devenu milliardaire. C'est magnifique. C'est très bien, c'est très ça te ressemble bien en plus. Je crois, Donc non, c'est cool. Et cool. Et c'est quoi la suite pour Make It Clap alors maintenant? La suite pour Make It Clap, c'est déployer, c'est bien, mais maîtriser pleinement ce déploiement, c'est mieux. Donc on est là-dessus en fait. On est sur la structuration et on est sur la capacité à vraiment faire exploser tout le potentiel et même ce qu'on n'aurait pas vu, tu vois, de tous les projets qui sont en cours. Donc voilà, c'est ça la suite pour Make It Clap. La suite pour Make It Clap, c'est de continuer aussi à grandir et à engager des talents, à former, à proposer des carrières, etc. C'est la suite pour Make It Clap, c'est de continuer à impacter en fait dans la culture. Voire même inspirer. Parce que inspirer, à être, à mentorer. La suite pour Make It Clap, c'est vraiment être. Pour l'instant, on estime être une toute petite pierre en fait à l'édifice de la promotion culturelle en fait des cultures qu'on défend, hip-hop et afro-descendantes. On espère devenir plus que cette petite pierre et être vraiment un gros pavé. Voilà. Génial. Donc longue vie à Make It Clap. Merci, longue vie à Make It Clap. Cool, c'est cool. Merci beaucoup Didier, en tout cas pour d'être venu partager toutes ces good vibes avec moi. Merci à toi. Et vraiment, c'était top. J'ai aimé cet échange. Je te remercie beaucoup. Ça faisait longtemps en plus qu'on en parlait, donc c'est vraiment un super plaisir. Et donc c'est vraiment top. Longue vie Orzone. J'espère, parce que Orzone, j'espère, est en phase de déploiement là, donc j'ai plein de trucs en tête. Maintenant, c'est comment faire pour faire vivre un podcast. C'est pas évident. C'est un format qui est en termes de business model qui est effectivement pas évident. Non, c'est pas évident à développer. Je suis d'accord. J'en ai déjà beaucoup parlé. Mais il y a des choses à faire et après il faut développer des services autour. Peut-être aussi, tu sais, il y a de plus en plus de podcasts en Guadeloupe et dans la région en Guadeloupe-Martinique. Donc là on est en train d'essayer de se rassembler. Ok. Donc ça dépend aussi des bonnes volontés autour de chacun. Donc pour avoir plus de visibilité, tu vois. Et puis on verra. En tout cas, merci, force, longue vie à Orzone. Aussi, merci beaucoup. C'est cool. À bientôt Didier. À très vite Jude. Salut. Force. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter les publications sur Instagram, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Orzone. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.